Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la mise en ordre de la biodiversité a commencé par demander que soient créés des systèmes qui permettent d'ordonner le fouillis de la diversité. Et donc c'est le gros travail du XVIIIe siècle que d'abord d'éliminer toute une série de fables, de façon plus ou moins définitive, mais au XVIIIe siècle on commence à penser de plus en plus que les métamorphoses au sens d'Ovide, qu'on a vu tout à l'heure, ça n'existe pas, que la génération spontanée commence à être remise en cause. Vous savez que la génération spontanée sera définitivement abandonnée qu'avec Pasteur à la fin du XIXe siècle. C'est en tout cas l'image d'Épinal qui est donnée. Mais dès le XVIIIe, il commence à y avoir des débats assez sérieux là-dessus. Et donc on va créer des systèmes de classification qui permettent d'ordonner tout ça. Et le plus grand, donc, naît une nouvelle science qui est la systématique, la production de ces systèmes, qui va permettre de classer les espèces vivantes. Et le plus grand des systématiciens de l'époque, donc s'appelle Carl Linné, qui publie en 1735 son système de la nature, dans lequel il va donner les grandes catégories systématiques telles qu'on les utilise encore aujourd'hui, décider que les espèces sont nommées par le nom de leur genre et un qualificatif qui donne l'espèce, etc., le binôme latin. Et Linné va faire ça sur une base, alors il va, aussi quand même, donc c'est une classification hiérarchique, c'est-à-dire que vous avez des espèces, mais en dessous des espèces, vous avez des sous-espèces, des variétés ou races, et au-dessus des espèces, vous avez des genres, des classes, des ordres, des familles, etc. Alors dans l'espèce humaine, par exemple, Linné, alors pour tous les systématiciens de l'époque, il est clair que l'homme fait partie de la classification générale. Ça, c'est pas un problème. Et dans cette classification, Linné distingue pour les humains 4 variétés, qui sont donc les blancs, les jaunes, les noirs et les orang-outans. Alors il écrit, je dois l'avoir en français, il fait ça sur une base théorique très claire. Toutes les espèces tiennent l'origine de leur souche en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, alors je m'arrête tout de suite, oui, que l'auteur de la nature, ce qu'il a créé, c'est les espèces. C'est pas les individus. Et il donne à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication. Les espèces sont dotées d'une loi éternelle de reproduction et de multiplication, dans les limites de leur propre type. Donc chaque espèce est créée avec un type. Et les créatures la reproduisent éternellement. Et que c'est une vision forte et claire. Alors, Linné sait bien qu'il y a des variations dans les espèces. Et ça, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va montrer pourquoi c'est pas important. Il dit en fait, dans bien des cas, il aura encore le pouvoir de jouer avec leur aspect extérieur. Mais jamais celui de passer d'une espèce dans l'autre. Vous voyez que là, c'est fini avec la métamorphose. D'où les deux sortes de différences existantes entre les plantes, l'une étant la différence vraie, la diversité née de l'amassage du Tout-Puissant. Ça, c'est donc la diversité des espèces. Mais l'autre, la variation de la coquille extérieure due au caprice de la nature. Ça va, c'est clair? Donc vous voyez, la diversité des formes vivantes pour Linné, c'est la diversité des espèces créées par le Créateur de toute éternité, enfin pour l'éternité. Enfin, je suppose jusqu'à la fin du monde, mais enfin bref. Et la diversité dans l'espèce est totalement inintéressante. Il n'y a aucun moyen de passer d'une espèce dans l'autre. Le monde est stable. Et il est stable, et donc il s'agit maintenant d'en trouver l'ordonnancement prévu par le Créateur. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, personne ne croit plus vraiment que les espèces, enfin personne dans le milieu scientifique en tout cas, que les deux sortes que les différences, il y a des différences entre espèces qui sont les vraies et qui sont importantes, et les différences dans l'espèce qui n'ont aucun sens. Ceci dit, deux choses quand même. Premièrement, dans tous les travaux qui se font sur la biodiversité, je suis effaré par le fait à quel point on continue à parler essentiellement des espèces. Cette idée que tout est fondé sur l'espèce en biologie reste effroyablement présente. On est 2 siècles et demi plus tard, un peu plus, bientôt 3 siècles plus tard, et moi je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient compris que c'est pas comme ça encore. On y reviendra un peu. Le deuxième point qui me semble encore plus important, c'est que cette idée qu'il existe un type vrai
et une variation de la coquille extérieure due au caprice de la nature autour du type, personne ne décrit plus une espèce comme ça. Mais j'ai l'impression, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises, que cette vision essentialiste de l'être vivant ressortait dans une mauvaise compréhension de la génétique. L'idée, d'ailleurs, c'est un grand malheur que Johannsen ait inventé le mot de génotype. Parce qu'il y a type dedans. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on est constitué d'un génotype qui dit comment on devrait être. Et puis qu'il y a une variation de la coquille extérieure due au caprice de la nature, de l'environnement, voilà, qui fait le phénotype, c'est-à-dire l'expression du génotype. Genre, le génotype, il ferait quelque chose sans l'environnement. Et puis il y a l'environnement en plus. Mais on y reviendra. Hein. J'espère que vous savez tous que c'est faux, ça. Le génotype ne fait rien sans un environnement. Le génotype, on ne peut pas dire que ce génotype détermine a priori ça. Le génotype ne détermine rien. Il déterminera ça dans tel environnement, ça dans tel autre, ça dans tel autre. Je peux faire la moyenne sur tous les environnements, mais ça dépendra quand même de la gamme d'environnements que j'ai choisie. Il n'existe pas quelque chose qui est déterminé par le génotype sans environnement. Il existe des cas où tous les environnements testables donnent le même résultat. Alors on va dire que c'est... Mais ça, on reviendra là-dessus. Donc vous voyez que cette vision, il y a un type et puis il y a des variations de la coquille extérieure, c'est déplacé de la vision de l'espèce à celle du génotype. Mais avec, bien sûr, des conséquences importantes. On y reviendra. Pour ce qui concerne les espèces, par exemple, il y a encore des gens qui présentent ce genre de résultats. Voilà le nombre d'espèces de plantes, le nombre d'espèces d'insectes, etc. Sachez que c'est complètement idiot. On peut donner ces résultats, mais simplement ils ne veulent rien dire. Je travaille sur les plantes et j'ai travaillé un peu sur les insectes. Je peux vous dire que dès qu'un insecte a un poil de travers, ça fait une nouvelle espèce. Alors que les plantes, elles peuvent varier à fond et continuer à se croiser, à faire une même espèce, etc. Il y a infiniment plus de diversité dans une espèce de plante que dans une espèce d'insecte. En gros, les insectes découpent leur diversité en tranches très fines, qui sont des espèces, alors que les plantes découpent en grosses tranches, qui sont des espèces. Donc si jamais comparer le nombre d'espèces, ça ne vous dit rien sur la diversité. Oui? Est-ce que la définition du mot espèce évolue? Oui, on peut dire ça. Je pense que l'idée évolue pas plus tant que ça, depuis 150 ans. Mais la manière dont on l'exprime évolue. D'ailleurs, cette année, on a commencé à entreprendre de changer la définition officielle dans les programmes du secondaire. Parce que, premièrement, il y avait c'est un concept, l'espèce. Et il y avait une confusion entre concept et critère. Il y a un critère, un des critères possibles, qui ne marche pas toujours, ce qui est que deux individus appartiennent à la même espèce si jamais ils peuvent se croiser entre eux, et des espèces différentes s'ils ne peuvent pas. On va dire. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, de savoir s'ils peuvent se croiser entre eux ou pas. Un autre problème, c'est qu'il y a des espèces qui n'utilisent pas le sexe, qui font de la parthénogénèse. Chaque femelle fait des descendants sans mâle, des descendants comme elle par clonage spontané. Alors vous allez dire que chaque individu est une espèce dans ce cas-là, puisqu'ils peuvent se croiser avec personne. Chez les bactéries, en plus, c'est quand même assez compliqué de définir ce que ça veut dire pouvoir se croiser avec. Donc ce critère qui est très valable pour les mammifères, parce que là, on y reviendra plus tard à ça, mais qui est assez valable pour les mammifères, plutôt bien pour les oiseaux, qui marche très mal pour les plantes, parce que les plantes, même appartenant à des espèces différentes, peuvent se croiser, il ne vaut rien. Et donc aujourd'hui, la vision qu'on a de l'espèce, elle est centrée sur la théorie darwinienne et sur l'idée d'un rameau qui se sépare du reste. Ça, c'est l'idée. Alors comment vous l'exprimez? C'est un peu compliqué, vous voyez, on va dire qu'une espèce, c'est un ensemble d'individus qui se différencient suffisamment des autres et restent suffisamment cohésifs, on les appelle une espèce. Voilà, ça c'est pour la définition, si vous voulez, qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui et qui voilà, c'est un rameau, et après, comment reconnaître un rameau comme ça? Effectivement, la fertilité est en général assez utile. Voilà. Oups là, pardon. Parti dans le mauvais sens. Bon, alors, évidemment, avec la vision linéaire de la diversité,
conserver la biodiversité, c'était facile. Noé s'était déjà occupé de ça, il avait montré comment il fallait faire. Vous en prenez 2 de chaque. Ça marche. Pour sauver la diversité. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Si on prend que 2 individus de chaque espèce, en général, il y en a beaucoup pour lesquels ça n'a pas marché, parce qu'avec 2 individus, ça ne fait pas assez de variation. Il y a de la consanguinité qui va s'établir. Et donc ça ne marchera plus. C'est intéressant parce que du coup, dans l'agenda des questions de biodiversité, les gens se sont mis à rentrer la diversité dans l'espèce, non pas en tant qu'elle fait partie de la biodiversité, mais en tant qu'elle est nécessaire au maintien de chaque espèce. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais vous dire que, bon, je vais arrêter avec ce sujet-là maintenant, c'est plus notre sujet aujourd'hui, mais je voudrais que vous sachiez que que sur ce plan-là, on est quand même très fautif, nous scientifiques, parce qu'on n'a pas fabriqué un concept de biodiversité. On ne l'a pas. Et je pense que c'est très important, parce que je pense que la plupart d'entre vous travaillez essentiellement sur les humains et que le reste de la biologie vous touche d'assez loin, mais n'empêche que notre perception même de ce que c'est qu'un être vivant, de ce que c'est que la nature, de ce que c'est que les êtres vivants dans leurs écosystèmes, etc., sont lourdement influencés par la façon dont on imagine ce que c'est que la biodiversité. Et que le fait qu'on ne se soit jamais donné le mal de fabriquer un vrai concept, c'est pas neutre par rapport à toute une série de problèmes, y compris médicaux, on en parlera tout à l'heure. À l'époque, tout le monde croyait à une chaîne des êtres, hein, avec en bas donc, le non-être, les minéraux, en haut l'être suprême Dieu, entre les deux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges, Dieu, comme ça. J'en vois qui sourit. J'ai fait un test, quand je fais ça, un truc grand public, évidemment, les gens rigolent parce qu'on a mis l'homme au-dessus des animaux, l'homme au-dessus des femmes, pardon. Mais si j'enlève la ligne femme, personne ne rigole plus. C'est-à-dire que tout le monde trouve un peu quand même dépassé de dire que l'homme est supérieur à la femme dans une chaîne comme ça, mais personne ne trouve dépassé de dire que l'homme est supérieur aux animaux. L'idée de supériorité que notre espèce s'attribue est tout à fait fascinante. C'est vrai dans notre société. Il y a eu des tas de travaux d'anthropologie qui ont montré que chez d'autres sociétés, il n'y avait pas du tout cette vision. C'est des dessins classiques donc, de cette chaîne des êtres qui passe. Alors, donc au moment où Linné et les systématiciens du XVIIIe siècle donc, écrivent ce qu'il a écrit là, etc., oui, que les choses sont claires, les espèces ont été créées, la diversité, c'est la diversité des espèces. Une espèce, donc il n'y a pas de métamorphose, les individus appartiennent à une espèce et pas à une autre. En fait, ça a une conséquence épistémologique qu'ils n'ont pas dû mesurer à l'époque, c'est que l'espèce perd son statut de catégorie de forme. Parce que tout compte fait, eh bien, c'est plus une catégorie de forme, puisque les individus ne peuvent pas sortir de l'espèce. Tout individu qui va se transformer restera nécessairement dans la même espèce, et donc, dans l'espèce, il y a plusieurs formes. C'est particulièrement vrai... Alors, on va y revenir, mais c'est particulièrement vrai dans les espèces où il y a des métamorphoses. Parce que bien sûr, les métamorphoses, ça existe. Les chenilles se métamorphosent en papillons. Mais évidemment, jusqu'au XVIIIe siècle, ce n'était pas un problème, ça. Il y avait des chenilles, il y avait des papillons, et on pouvait se métamorphoser de l'un dans l'autre. Catégorie de forme, on n'en parle plus. À partir du XVIIIe, donc il va falloir qu'on mette dans la même espèce une chenille et un papillon qui ne se ressemblent pas du tout. Donc une espèce n'est plus une catégorie de forme, elle devient définie par une continuité généalogique. Avec l'idée de descendance va primer sur l'idée de ressemblance dans la définition même de l'espèce. Hein. Je continue à répondre à votre question. Hein. Et ça commence au XVIIIe et ça va atteindre son apogée à la fin du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, on va décider que toute classification, alors c'est une proposition de Darwin, mais qui a été non seulement reprise, mais encore radicalisée par les systématiciens de la fin du XXe siècle, qui était de dire toute catégorie systématique doit contenir des individus qui ont tous un ancêtre commun. Et c'est à ça qu'on doit les reconnaître.
Et en fait, l'idée, c'est que ce que les systématiciens ont toujours cherché comme critères, c'était des critères comme ça, ils ne le savaient pas, puisqu'ils ne savaient pas que l'évolution avait eu lieu, mais en fait, toute classification bien faite doit reposer sur cette idée de descendance commune. Donc l'idée, c'est que je ne peux pas fabriquer des catégories systématiques où les individus viennent de tas d'endroits différents, dans l'arbre généalogique du vivant. L'exemple typique, c'est les algues, si vous voulez. Les algues, ce n'est pas une catégorie systématique, les algues brunes. Bref, je vous montrerai où ils sont tout à l'heure, mais ça ne marche pas. Alors après, ce qu'on a fait, là où je vous dis que c'est tout à fait radicalisé à la fin du XXe siècle, c'est que les systématiciens ont aussi décidé, mais là ils ne sont pas tous complètement d'accord, mais enfin bon, c'est quand même très nettement l'attitude majoritaire, que non seulement tous les individus compétents dans une catégorie devaient venir d'un même ancêtre, mais que tous les descendants de cet ancêtre devaient appartenir à la catégorie en question. C'est-à-dire, j'ai trois formes A, B et C. Je peux fabriquer une catégorie systématique où je réunis A, B et C puisqu'elles viennent toutes du même ancêtre. Je peux fabriquer une catégorie systématique avec A et B d'un côté, C de l'autre. On dira alors que A, B et C sont des groupes frères, puisque A et B ont un ancêtre commun qui est ici. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire comme regroupement? Comment? A et C ensemble. Voilà, A et C ensemble, ou alors B et C ensemble. Ça, c'est interdit. Mettre B et C d'un côté et A de l'autre, ça, aujourd'hui, c'est rejeté dans le travail des systématiciens. Ça vous choque? Alors, évidemment, ça pose un problème parce que ça conduit à éliminer les poissons, les reptiles. Oui, les poissons, typiquement. Hein. Vous avez un machin avec des cartilages, et il a des descendants comme lui qui continuent à faire du cartilage, qui s'appelle aujourd'hui les requins, les raies, etc. Et puis, il y a un linguiste qui invente l'os, là. Évidemment, c'est parmi les individus qui ont inventé l'os que vont sortir... Alors, d'un côté, ben, il y a des poissons qui vont rester des poissons osseux, comme la carpe, tout ce que vous voudrez. Ça a des chondrichiens, ça a des osteichiens, ça a une importance. Et puis, il y en a d'autres qui vont sortir de l'eau. Et qui vont fabriquer les batraciens, les dinosauriens. Par parenthèse, les dinosaures ne se sont pas éteints. Il en reste plein. Apparemment, ils ont tous des plumes et des becs. On les appelle des oiseaux. Et puis les poissons osseux. Et ça, c'est les poissons cartilagineux. Oui, que je n'ai pas le droit de faire une catégorie avec ça. Si je veux que tous les descendants de stade là soient là, si la catégorie de poissons existe, alors nous sommes des poissons. Ça va, c'est clair? Alors, évidemment, là où ça trouve une application forte, c'est dans... Bon, on y reviendra tout à l'heure. Dans la lignée humaine. Bien.